Marie, pour présenter cette vision, et Imad, qui présentera la vision d'après. Allez, venez, Marie et Imad. Alors, si je comprends bien, il y a un fight chez vous. Même pas. 2 versions. Un micro pour la première version. Tenez. Donc, nous sommes en 2050, dans notre belle métropole grenobloise, au milieu d'un espace verdoyant à découvrir. Les citoyens habitent dans des logements rénovés à faible consommation. Les nouvelles constructions sont d'une grande qualité et proposent des équipements mutualisés. Dans une logique de sobriété, la réduction du temps de travail favorise l'emploi pour tous et donne la place à d'autres engagements pour contribuer à une société de partage. Dans la métropole, de nouvelles compétences émergent et nécessitent un accompagnement et de la formation, car nous avons misé sur un fort investissement dans les technologies et les énergies décarbonées et maîtrisées. Pour ne pas limiter notre ouverture au monde et nos libertés de déplacement, l'investissement dans les transports bas carbone est un poste prioritaire des dépenses publiques. L'évolution vers cette nouvelle organisation a été rendue possible par des mesures soit contraintes, loi, soit incitatives, financières ou par prise de conscience. Les habitants apprécient une nature respectée et ont un rythme de vie plus en phase avec le vivant. Grâce à la coopération avec les territoires voisins, la principale source de captation de carbone reste d'origine naturelle. La biodiversité est préservée. Dans notre société sobre, juste socialement et responsable, notre consommation en énergie, viande, déplacement, loisirs a baissé grâce à la sensibilisation et à l'éducation, grâce également à un rapprochement des lieux de travail et des lieux de vie, et on aura repensé notre rapport à notre présence sur Terre et nos impacts. Et alors, vous avez entendu comme Marie a bien lu avec la bonne intonation, et on s'attendait à la fin à « Ceci est un message de la Compagnie mondiale pour le bas carbone », etc., etc. Bravo, félicitations. Imad. Ben non, après, sans doute. C'est après. Dans la métropole de 2050, les efforts individuels, personnels, portent leurs fruits, sont efficaces à tous les niveaux. Habitat, mode de vie, loisirs, transport. Les contraintes sont admises car leurs contreparties sont vertueuses. Les habitations sont végétalisées et à énergie positive, grâce à des équipements d'énergie renouvelables produits sur place ou sur le territoire. Tous les logements sont équipés de systèmes de récupération et recyclage des eaux de pluie. Tous les particuliers peuvent produire, vendre et échanger leur production du jardin sans taxes et sans statut de commerçant. Ben si, justement. Aujourd'hui, les mesures de vigilance sont concentrées sur les industriels et la grande distribution. Nous avons mis en place un organisme de surveillance géré par les associations de consommateurs qui impose les normes à l'industrie de l'agroalimentaire, de la grande distribution et du bâtiment. Bravo. Effectivement, il y a quelques nuances, mais c'est pas totalement orthogonal. Mais il y a quelques nuances, effectivement. Merci beaucoup. Le groupe numéro 2, qui n'a, par ma faute, pas désigné son porte-parole, veut-il un porte-parole ou une porte-parole, veut-il ou veut-elle s'improviser ? Pour rassurer, tu peux peut-être afficher la vision pour vous montrer que c'est bien pris en note et qu'il suffit de lire. Alors, allez Françoise. Allez, viens. Non. Ah, comme ça, tu liras plus facilement d'ici. Alors, lève-toi pour montrer. C'est moi.
C'est pas moi. Oui, parce que ça faisait une voix bizarre quand même. Hein. Vu le gabarit... mais il n'y a personne qui filme alors, si ? Allez, hop. Dans notre métropole, l'accent est mis sur la formation et l'éducation. Il y règne la justice sociale et environnementale, ainsi que la coopération. La forêt ainsi que les espaces naturels sont préservés, gestion raisonnée. La biodiversité et la biomasse sont rétablies. Notre urbanisme est principalement végétalisé et bâti avec des matériaux biosourcés à faible consommation d'énergie, agréables à vivre, avec des services de proximité accessibles à tous, voire mutualisés, recyclerie, ateliers de réparation, partage des compétences et des savoirs, tous ne souhaitant pas mutualiser les équipements comme les machines à laver. Ça, c'est la vision numéro 2 de notre groupe. La place du vivant y est respectée, jardins partagés, fermes urbaines, etc. On y produit les énergies et denrées nécessaires à la consommation locale en priorité et en coopération avec le tissu national et ou avec les territoires frontaliers proches. La consommation d'énergie est raisonnée grâce à l'usage de produits de basse consommation en s'appuyant sur des énergies propres et le partage intelligent. Smart grid, régulateur entre la production et les besoins. On a trouvé les arguments pour inciter les acteurs économiques à favoriser la qualité et le respect de l'environnement et non la production massive. Ils contribuent activement à la préservation de la biosphère, capital naturel, au masculin. Oui, capital sans heure, à la qualité de la vie en société comme de leurs salariés. Une part importante de l'activité relève de l'économie sociale, solidaire et circulaire. Le climat social est apaisé. Nous tendons à équilibrer plein emploi et technologies innovantes et vertes. Les mobilités et le fret sont verts et accessibles dans tous les sens du terme, à tous et pour tous, y compris dans les territoires ruraux. Ils rendent la vie facile. Nous vivons dans un territoire où la place de l'humain et ses impacts sur la nature sont équilibrés et en plus, on y prend plaisir. Bravo. Merci beaucoup, Françoise. Groupe numéro 3. Combien de visions dans le groupe numéro 3 ? Une. Qui la lit ? Allez, venez. Tu veux descendre ? Ah, vous êtes deux. Ah, vas-y, allez-y à deux si tu veux. Test micro ? Oui. Ah là, ça fait tout drôle. Alors, je vois pas très bien. Alors, en 2050, on est dans une métropole qui promeut la justice sociale, une métropole à échelle humaine, déconcentrée. On a développé une ville avec plus de transports en commun, nombreux et gratuits, payés via le maintien des impôts, notamment sur les entreprises. On limite les kilomètres carbonés, on rénove et on adapte massivement vers des bâtiments BBC, avec un financement et une fiscalité simplifiée. On réalise des contrôles sur les matériaux et les financements, on réutilise les logements vacants et on contraint, on craint pas. Aussi, quelquefois. On contraint les bailleurs et propriétaires à rénover. Les loyers sont encadrés, c'est la justice sociale. On préconise les énergies renouvelables et le mix énergétique, microcentrales, hydrauliques, solaire, eau chaude, biomasse, géométrie, etc. Géothermie. Ça me stresse. Pour l'autosuffisance, avec la possibilité de stocker cette énergie et de la redistribuer entre les territoires. On se nourrit des produits bio, sans pesticides, locaux, non normés, moches, tomates à bosse, pommes de terre, etc. On a amélioré la gestion des forêts privées et publiques pour une meilleure captation du CO2.
On reverdit les voies publiques, les façades, les toitures avec des plantations adaptées au climat. On diversifie les essences d'arbres et plantes et on replante des arbres fruitiers. On favorise le recyclage, le partage et la mutualisation des biens et espaces. On éduque, sensibilise, accompagne à la citoyenneté et à l'environnement tout au long de la vie. Il y a une démocratie participative réelle avec un vrai engagement politique et une exemplarité des décideurs publics et privés. Groupe 4. Qui parle? Alors, titre. L'avenir partagé durable. En 2050, les ressources et les équipements sur le territoire seront mutualisés et partagés. Pour rendre cela possible, la sensibilisation sera nécessaire. Elle augmente l'acceptation des contraintes du partage. La sensibilisation passe par la formation des jeunes sans les traumatiser. L'organisation et la logistique permettent de rendre plus simple et efficace l'ensemble de la société. Les dépenses et la consommation sont limitées grâce au partage. L'alimentation sera bio et accessible à tous, locale, moins carnée et issue d'exploitation non intensive. Les habitats favorisent le partage, notamment des équipements, et incitent les liens entre les habitants en restant à taille humaine. Ils sont végétalisés et rénovés énergétiquement. Ils se situent dans des territoires polycentriques pour permettre un rapprochement des services et l'efficacité des transports en commun. Les habitants se déplacent principalement en transport en commun, à vélo, à pied, mais une attention particulière est donnée aux personnes à mobilité réduite. Les véhicules utilisés sont propres. Les produits sont réparables et ceux qui ne le sont pas sont recyclables. Des recherches sont financées sur les emballages et le recyclage pour diminuer les déchets à la source. Les énergies renouvelables et faiblement carbonées sont privilégiées. Pour rendre tout cela possible dans le cadre de la justice sociale, des programmes spécifiques sont pensés pour certaines catégories. Personnes avec faibles ressources, des personnes à mobilité réduite, les seniors et les personnes malades. Bravo. Et le groupe 5 à 2 voix. Alors, l'agriculture en zone urbaine sera favorisée. La production agricole biologique locale et avec des coûts maîtrisés, la surconsommation limitée, la consommation de viande diminue, les pesticides et les engrais chimiques disparaîtront, nous ne ferons plus de nourriture industrielle, plus de spéculation sur le vivant via une indexation des prix sur le coût du réel de la fabrication et du transport. Métropole autonome en énergie avec production de biogaz et d'électricité verte, efficacité énergétique. Pour une partie du groupe, plus d'énergie fossile. Pour une autre partie du groupe, réduction drastique des énergies fossiles. Les transports individuels motorisés polluants sont restreints. Les déplacements collectifs sont favorisés. Mise en place de parkings solaires et de parkings relais, transport des marchandises décarbonées, déplacement de proximité facilité, meilleure adéquation entre offre et demande de transport. Les espaces urbains seront végétalisés de façon globale. Construction de bâtiments à énergie positive, densification maîtrisée en hauteur et à échelle humaine. Présence d'un écosystème fonctionnel entre acteurs économiques, industriels et chercheurs, mais aussi avec les institutions sur des domaines ciblés. Le système de recyclage sera amélioré, local, efficient. Les modes de consommation seront repensés pour être plus respectueux de l'environnement, de la santé et accessibles à tous. La capacité de stockage naturel du CO2 sera augmentée. Développer les emplois et la formation sur des technologies décarbonées et favoriser plus largement les métiers de la transition.
Développement et protection de la biodiversité. On veut des abeilles. Sensibilisation tout au long de la vie sur l'environnement et le climat. Un cursus de formation à l'écologie sera obligatoire. Merci beaucoup à tous. Donc, si je comprends bien, c'est maintenant qu'on découvre le positionnement. Alors, il y a du débat. Donc, le groupe 1 se situe très en haut dans la sobriété pour sa première vision, mais à mi-chemin entre incitation et action-contrainte. Et la seconde vision, elle est très fortement dans l'efficacité et très fortement aussi dans l'action-contrainte. Effectivement, c'est deux visions différentes. Le groupe 2, alors le groupe 2, il a interprété la consigne, on va dire. Et il dit, on est modérément dans la sobriété. Et pour ce qui est de l'incitation et de l'action contrainte, c'est une autre version en fait de ça. Ça dépend des thèmes. Il y a des thèmes sur lesquels on sera plutôt sur l'incitation, des thèmes ou des acteurs sur lesquels on sera plutôt sur l'incitation, et des thèmes sur lesquels on sera plutôt vers l'action contrainte. Mais vous voyez que dans les deux cas, on n'est pas sur tout le spectre. On est quand même dans des choses qui sont nuancées, on va dire. Le groupe 3, un peu de sobriété, un peu d'incitation. Le groupe 4, en miroir, un peu d'incitation, un peu d'efficacité. Et le groupe 5, plutôt côté efficacité, et là aussi à mi-chemin entre l'incitation et l'action contrainte. Ça vous embouche un coin. Hein. Là. Alors, est-ce que il y a des personnes parmi vous qui souhaitent intervenir, donner... on avait compté 1h30 là, je pense qu'on va être large. Ouais. Simplement, est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent... est-ce que d'avoir vu les 5 visions, enfin les 6 d'ailleurs, est-ce que ça vous donne envie de... Ça vous prête à commentaire, ça vous donne envie de dire quelque chose, ça vous interroge, ça vous pose des questions? Allez, c'est très bien. Alors, un micro. Donc, bonjour Valérie. Moi, la question que ça me pose, c'est est-ce qu'on réagit vraiment pour de vrai? Parce que quand je vois la communauté de partage, tout le monde est prêt à tout partager, tout le monde est prêt à tout donner, tout le monde est prêt à vivre en communauté, on s'aime, on est à Disneyland. Mais dans la réalité, je suis sûre que la moitié d'entre vous ne dites même pas bonjour à leurs voisins. Alors de là à aller lui prêter l'appareil à raclette, il y a un monde. Bon, déjà, vous pouvez commencer dès ce soir à prendre l'engagement de prêter l'appareil à raclette à votre voisin. Et comme il ne vous l'a pas demandé, vous pouvez même prendre l'engagement d'aller lui proposer. C'est pas grave. Merci. Oui, donc dans le dernier graphique, là, ce qui me gêne un petit peu dans ce graphique, c'est que j'aurais plutôt vu quelque chose comme une toile d'araignée. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles on propose où il y a de la sobriété, d'autres de l'incitation, mais il y a aussi des actions contraintes. Donc, mettre le pion quelque part, ça a été difficile pour moi. Je comprends. Je comprends tout à fait. Voilà. Peut-être qu'on a voulu trop bien faire. Peut-être que... Voilà, peut-être que... Mais bon, il y a les textes avant, et les textes, ils disent plein de choses intéressantes. Oui, c'est Laurent, je crois.
Oui, c'est Laurent. Bon, j'ai un peu la même. On avait un peu tous la même question, là, effectivement, savoir. Pour ça que le truc un peu allongé, c'est peut-être pas mal. Tiens, c'est intéressant. Par contre, alors du coup, en voyant ça, j'avais pas perçu que le groupe 1 avait des visions si différentes. Est-ce qu'on peut les revoir? Parce que là, je suis un peu interpellé là quelque part. Ou alors, j'ai pas compris la contrainte. Enfin, j'ai vu qu'il y avait la contrainte, mais je l'ai pas compris comme ça. Alors, le groupe 1. Est-ce que quelqu'un du groupe 1 peut nous dire comment il voit la différence entre les deux visions? Ça aidera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire ça? Oui, Marie, très bien. Donc, Iman nous a expliqué, en fait, ils sont partis, eux, du principe qu'on avait déjà fait tout super bien, nous. Déjà, on était forts, les citoyens, on avait déjà tout donné. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a une rupture, on voit que ce n'est pas suffisant. Et ils sont allés dans le scénario où ils ont imposé tout ce qui est au niveau industrie, agroalimentaire, qui même me complète s'il y a besoin. Voilà, on est parti, ils sont partis sur le deuxième axe où en fait, ça, il y avait déjà toute une partie qui était faite par nous, les citoyens. Voilà, et qu'après, on axe sur vraiment la partie sanctions, contrôle et investissement de la partie des... Je ne sais pas si ça vous convient. Est-ce que ça répond à la question? Et est-ce que quelqu'un du groupe 1 veut compléter ce que vient de dire Marie? Merci Marie de motiver les camarades. Merci Marie. Non, en fait, oui, nous on est parti dans l'optique que la simple action des citoyens ne serait pas suffisante, car nous, on est en bas de l'échelle, et en fait, si en haut, ça ne suit pas au niveau justement des productions, des biomasses et de tout ce qui est décarboné, nos actions ne serviraient à rien. Et donc, comme les industriels ont un peu l'habitude de nous la mettre à l'envers un petit peu tout le temps, nous, on a dit, il n'y a pas... Pour que nos actions soient pérennes et puissent durer, il faut mettre des garde-fous et il faut surveiller tout ça pour éviter qu'il y ait des dérapages qui recommencent et qu'on reparte en arrière et qu'on se retrouve dans la même situation où on était avant. Voilà. C'est pour ça qu'on est parti aussi loin. Ok, donc vous, ce que vous dites, c'est vous avez... vous générez d'une certaine façon un débat sur le rôle, la place et l'importance relative des citoyens, de monsieur et madame tout le monde, et puis des industries, des entreprises, et peut-être aussi des institutions publiques. Chaque acteur, en fait, chaque acteur a son rôle. De toute façon, dans le scénario, dans tous les scénarios, chaque acteur a son rôle à tenir. Et c'est un engrenage, c'est-à-dire que si un des acteurs ne suit pas les vigilances et ne suit pas le protocole en quelque sorte qui est à suivre pour arriver à une métropole bas carbone et que ça soit périn dans le temps et que ça reste efficace, on n'a pas vu autre chose que de mettre en quelque sorte une surveillance, mais une surveillance en hauteur. Mais du coup, est-ce que je me trompe si je dis, après avoir entendu Marie puis vous, que finalement votre position à vous, c'est de dire les citoyens ont fait leur part du boulot ou sont en train de faire leur part du boulot, maintenant c'est aux autres d'agir, ou les entreprises doivent plus agir que les citoyens, c'est ça que vous voulez dire? Là, oui, nous on était partis que justement en 2030, on fait déjà pas mal d'efforts, mais en fait nous on peut faire des efforts, mais si du côté de la production et de tout ce qui est produit qu'on utilise tous les jours, s'il n'y a pas d'efforts qui sont faits sur la consommation, des appareils électriques et de tout ce qu'on utilise tous les jours, donc dans le recyclage de tous les appareils, ça sert à rien. C'est un tout, en fait. C'est pas tout d'aller mettre un vieux vélo au recyclage ou d'aller balancer des canettes des canettes en alu dans les bacs qui sont dédiés à ça, si personne derrière ne suit la chose. En fait, il n'y a pas que ça, il y a les ordinateurs, il y a tout. Donc en fait, il faut que chaque acteur puisse suivre son rôle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, oui, bon, il y en a un qui va pas suivre. Par exemple, les canettes, où on dit, bon, on en a trop, on les jette, on en a rien à... Non, on va jusqu'au bout de la démarche et on suit le chemin. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. Oui, Laurent.
Alors, je ne sais pas si je veux pas... Enfin, super, merci, hein, je comprends. Donc, en fait, la contrainte est un peu sur les citoyens, j'avais oublié ça. Je ne sais pas si je pinaille. Est-ce que ça peut être plutôt en haut à droite, parce que du coup, on n'est plus dans la sobriété. Pour ça, il est passé complètement de l'autre côté. Donc, la contrainte, je comprends. Donc, il y a beaucoup plus de contraintes, là. Mais pourquoi il se retrouve en bas, efficacité, et plus dans la sobriété? C'est bon. Est-ce que je demande une précision encore? Alors, bon. Imad va préciser, je crois. En tout cas, il lève le doigt. Merci. On est tout simplement parti d'une constatation réaliste que jusqu'à présent, comme disait mon camarade, on se l'est toujours fait mettre à l'envers par les industriels et par les distributeurs. Nous avons tous vu des publicités qui nous promettaient d'acheter des véhicules qui allaient consommer 3,5 litres au 100. Il n'y en a aucun d'entre nous qui, ayant roulé avec, se retrouve avec un véhicule qui tient ses promesses. Donc, nous on s'est positionnés en constatant que le particulier, lui, a tout à gagner. Donc, avec beaucoup d'efficacité, il va accepter les contraintes, s'y plier, adopter un nouveau comportement, un nouveau mode de vie, mais ceux qui vont profiter de cette nouvelle organisation, ce sont les industriels et les distributeurs. Et ils ont toujours trouvé les moyens, les ficelles, pour tirer plus de bénéfices, plus d'avantages, en allégeant leurs coûts. Et qui paye les pots? C'est nous. Donc la contrainte, elle s'impose uniquement aux industriels et aux distributeurs. Donc d'où un grand souci de contrainte, mais vis-à-vis de ceux qui profitent du système. Et donc l'efficacité, nous avons confiance en l'individu. Et pour répondre à Valérie, les comportements évoluent très très rapidement, très vite. Donc aujourd'hui, je ne prêterai pas mon appareil à raclette à mon voisin, mais demain, j'irai peut-être... lui demander la sienne. Avec lui ou l'inviter avec lui. Hein, lui demander la sienne. Oui. Si vous voulez. Non mais. À ma voisine. À ma voisine, oui, mais parce que nous ne sommes pas. Imaginons que. Oui, que ça va beaucoup changer, ça va changer. Ok, merci beaucoup. Oui. Dominique, je trouve ça quand même assez extraordinaire, parce que là, on est dans un monde binaire. Alors d'un côté, il y a les super bons, c'est nous, quoi, la population, les individus. Puis de l'autre côté, il y a les super mauvais, super méchants, en fait, les entreprises, les industriels. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse quand même classer les choses comme ça, très honnêtement. Voilà. Ce qu'on peut entendre derrière ta réaction, c'est effectivement le fait que les industriels vendent des choses et ils les vendent à quelqu'un. Le quelqu'un étant accessoirement, en tout cas nous, en fin de course. Mais cela dit, la réflexion qui est portée par le groupe, et notamment la seconde vision du premier groupe, c'est une réflexion qu'il faut entendre. C'est-à-dire que derrière, il y a des choses qui sont dites, qui ont un impact, peuvent avoir un impact, non pas sur l'objectif, parce que l'objectif, on le connaît tous, et j'ai cru comprendre qu'on le partage tous, mais par contre sur la manière de l'atteindre et ce qu'il faut faire pour pouvoir l'atteindre. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'entends leur positionnement. Reprends le micro, reprends le micro. En fait, est-ce qu'on est réellement prêt à faire tous ces efforts-là qui ont un coût, qui a un coût financier, mais pas que. Voilà. Et je veux dire, on n'est pas chez les bisounours non plus, quoi. Enfin... C'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure de vous dire qu'après le rêve, il y a la réalisation du rêve et que c'est le programme de la prochaine fois. Agnès, et puis après vous. Dans la lignée de ce que tu viens de dire, j'aimerais dire deux choses. Je pense qu'il faut effectivement faire attention à opposer trop les mondes, comme si les industriels catégorisés, enfin je crois qu'il y a un gros risque toujours à catégoriser dans la vie. Et puis en plus, les industriels, c'est regarder plutôt la gouvernance des industriels. Parce qu'avec ce raccourci, on oublie de penser que ce sont les gens qui financent les industries qui font certains choix, et pas forcément les industriels. Mais attention au raisonnement de catégoriser, je pense qu'il pourrait être un peu dangereux et empêcher les choses. Et la deuxième, c'est
je pense quand même que c'est comment on peut se faire confiance dans notre responsabilité, dans nos choix d'achat, dans nos choix de vie. Et parce que c'est facile quelquefois de dire que c'est toujours à cause des autres, quoi. On peut aussi choisir d'acheter différemment, d'encourager certaines formes d'entreprises qui vont déjà dans cette direction qu'on souhaite. C'est déjà un grand pas. Si on fait des choix de quitter par exemple des systèmes bancaires qui favorisent des gaz de schiste, parce que voilà, quand on se renseigne un petit peu sur certains systèmes bancaires qui contribuent à vraiment abîmer la planète, je ne les citerai pas, mais je pense que ça vaut le coup d'aller les regarder. On peut quand même avoir le choix de changer de banque. Donc c'est quand même se dire on est acteur de ça. Ce que tu dis, toi, c'est que le consommateur peut avoir du pouvoir. Oui, dans la banque, dans les choix de consommation. Mais il faut qu'il s'organise. Aller voter aussi, dans les choix aussi de... Et on a les élections bientôt législatives, dans le fait d'aller voter et de signifier aux députés qu'on veut vivre dans un pays qui va dans cette direction-là. Voilà, donc je pense que notre part, elle est quand même si on est des petits colibris, elle compte. Attention, les colibris, on en a parlé la dernière fois. Hein. Alors... Oui, alors attendez, j'ai 3 demandes de parole. Non, simplement une remarque. Je profite de votre intervention pour dire qu'il m'est arrivé pas mal de fois d'écrire à des députés pour leur poser des questions par mail, parce qu'on a leur mail. Je n'ai jamais eu de réponse. Je ne sais pas quoi dire. Si, je sais quoi dire. J'ai oublié de vous demander vos prénoms. Est-ce que tu peux donner le tien, s'il te plaît? Jacques. Jacques, merci. Bonjour, Florent. Florent. Du coup, moi, je trouvais ce graphe intéressant, mais aussi un peu vecteur de confusion au niveau des titres qu'ils ont chacun. Sobriété et efficacité en particulier, parce que j'avais l'impression que justement on nous avait expliqué que sobriété et efficacité c'était en fonction des scénarios et comment ils se rapprochaient de ces scénarios-là. Mais efficacité, dans le cadre de ce qu'on est en train de faire, donc d'essayer de lutter dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique de la métropole bas carbone, ça me semblait justement être les scénarios les moins efficaces qui étaient dans le sens de l'efficacité. Donc c'était plutôt intéressant de voir ça. Ok, merci beaucoup. En tout cas, peut-être effectivement qu'on va devoir oublier ce graphe, mais c'est pas très grave. On a d'autres choses qui sont très utiles et intéressantes. Oui, Nicolas. Pour revenir aux échanges qu'il y a eu au niveau de sobriété, incitation, action, contrainte. Nous, dans notre groupe, c'était intéressant parce qu'on a vu qu'on était tous et plus favorablement pour des actions contraintes quand il s'agissait des industries, et que quand c'était au niveau de la personne et de l'individu, on était plutôt sur l'incitation. Donc, dès qu'on touche à son confort, c'est déjà plus compliqué d'être contraint. Tout à fait. Et de ce point de vue-là, même si la vision n'est pas exactement la même du groupe 2 par rapport à la deuxième du groupe 1, ça y est, vous me suivez, la place et le rôle de l'individu, du consommateur, est une question qui vraisemblablement devra être réfléchie dans les prochaines séances de travail, effectivement. Est-ce que quelqu'un souhaite encore s'exprimer? Oui. Vincent. Non, mais c'est bon. Laissez. Soyez gentils, vous rigolerez une fois que Vincent aura parlé, pas avant. Non, parce que peut-être qu'il va dire un truc vachement sérieux qui ne vous donnera pas du tout envie de rire. Non, mais bon, dans notre groupe, on a eu vraiment la chance de travailler avec Tom et tout le monde. Et on a précisé surtout que le fait qu'on se positionne au milieu, ce n'est pas une non-décision. Mais c'est peut-être une main de fer dans un gant de velours. Parce que se mettre au milieu, ce n'est pas une non-décision, mais c'est se donner la marge pour pouvoir avancer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des contraintes qui sont maquillées sous forme d'incitation.
Donc si on se met au milieu, on se laisse de la marge. C'est comme quand tu commences une négociation et tu te mets à hurler. Après, tu ne peux plus revenir en arrière parce que tu as déjà sorti ton joker. C'est pour cela qu'au niveau du groupe 5, on s'est mis au milieu pour pouvoir dire tout ça. Merci. Merci beaucoup. Donc si je comprends bien, le groupe 5 nous a chuchoté sa vision pour garder des marges de négociation derrière. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, je vais proposer à Stéphane Labranche, qu'on vous a présenté tout à l'heure ce matin, mais qui a une particularité par rapport à toutes les autres personnes qui sont dans cette salle, c'est que lui, depuis des mois, réfléchit justement, il le dira mieux que moi, hein, mais au récit impliqué par chacun des scénarios de l'ADEME. Et du coup, on s'est dit que ça serait intéressant de le faire réagir par rapport à ce que vous nous proposez, vous nous avez proposé cet après-midi, parce que comme il a déjà beaucoup réfléchi, il a quelques heures de réflexion d'avance par rapport à nous, eh ben, peut-être que ça fera écho dans sa réflexion ce que vous avez dit aujourd'hui. Et alors Stéphane, peut-être ça sera plus confortable de venir ici. Oui, bon, il y en a quelques-uns qui me connaissent parce que je faisais partie du groupe. Non seulement ça fait quelques mois que je réfléchis dessus, en fait, j'essaye d'écrire une histoire sur chaque scénario. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un journaliste qui, en 2050, se promène sur le territoire, raconte comment on est arrivé, en 2050, à une société sobre, neutre en carbone. Mais il y a des choses qui me gênent dans les 4 scénarios. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait presque 20 ans que je fais de la sociologie du climat. J'ai 40 projets de recherche derrière moi, avec énormément de données sur est-ce que les gens ont envie d'être sobres ou pas. Je reviens aux commentaires de madame. Et en fait, la manière que j'ai eue de poser des questions sur les scénarios, ça a été, en tant que journaliste, c'est pas encore terminé, hein. Les scénarios, je peux encore faire de la narration dessus, mais ça a été de demander à des gens comme vous, qu'est-ce que vous pensez de comment on est arrivé là? Eh bien, il y en a qui ne sont pas contents. Il y en a d'autres qui sont contents. Chaque scénario est un scénario idéalisé. Et le premier scénario, pour moi, sociologiquement, je ne parle pas de quelqu'un qui a bossé sur le scénario, je parle de sociologue du climat spécialisé sur ces questions-là. J'ai bossé sur le 5e et le 6e rapport du GIEC. J'ai bossé sur la loi sur la transition écologique. Donc, mais ce sont des projets de recherche empiriques. J'ai parlé à des gens en face à face. J'ai posé des questions. Et en fait, il y a, sur les différents scénarios, ce qui m'a surpris, pour revenir au dernier, c'est que vous soyez autant dans la sobriété. Et alors, je me dis, soit on n'a pas un panel représentatif de la population, puis pourtant on a tenté d'en avoir un, soit je me dis, je ne suis pas sûr que vous compreniez ce que ça veut dire d'être sobre à ce point. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à diminuer de 50% votre consommation de viande? Mais ce n'est pas en 2050 qu'il faut le faire. Il faut commencer tout de suite, là. Hein? Parce que c'est bien beau les scénarios 2050, c'est dans 30 ans. Donc c'est facile de se projeter et de dire, oui, bon, dans 30 ans, mon enfant sera végétarien. Moi, pendant ce temps-là, je me fais cuire des barbecues. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à ne plus sentir l'odeur du barbecue? C'est ça la question. Le type de sociologie que je fais, elle est pragmatique, empirique. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Dernier point, je pense, qui est super important de soulever, c'est le slide de ce matin que j'ai adoré, franchement. Merci. Avec l'iceberg. Vous savez, là, le 20-10%, là, le rationnel. En fait, les sciences des comportements, la psychocognition, la psychologie, la sociologie, effectivement, on n'arrête pas de dire depuis des années que c'est la part immergée dans l'eau du iceberg qui compte quand on essaie de changer de comportement. Donc, quand on essaie de devenir sobre, ça veut dire quoi? La sobriété, telle qu'on la conçoit, veut dire changer de pratique pour beaucoup d'entre nous sur beaucoup de secteurs. La mobilité, l'alimentation, les achats quotidiens, la manière de cuire notre nourriture. Vous prenez un agneau, un bon gros gigot d'agneau, et vous mettez au four pendant 8 heures ou 6 heures. Ou alors vous le coupez en dés et vous le faites cuire en 10 minutes à la poêle. Je peux vous dire que l'impact énergétique n'est pas le même. Mais ça n'a pas le même goût non plus.
Voilà. Donc, la sobriété, ça veut dire quoi? En fait, devenir sobre, ce n'est pas le prix qui est le plus important. C'est le poids des habitudes. En fait, notre cerveau fonctionne par habitude parce qu'en fait, c'est un organe hyper paresseux et il n'aime pas avoir 3-4 choses à faire à la fois. Donc, en se mettant en mode habitude, ça lui permet de mieux gérer son énergie. Devenir sobre, ça veut dire casser les habitudes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire focaliser votre attention sur un changement, s'observer soi-même, ne pas trop se fustiger soi-même quand on n'a pas réussi à être aussi sobre qu'on le voulait, ne pas trop se sentir coupable, et ensuite continuer à tenter de renforcer des nouvelles pratiques au quotidien. C'est hyper lourd. C'est une charge mentale incroyable. Et les études qui montrent, en plus, ce n'est pas mon message féministe, mais quand même, que vu les travaux ménagers à domicile sont encore faits par 70% des femmes, la charge mentale sur les changements de pratiques énergétiques à domicile, ben, ça va surtout sur les femmes. Donc, charge mentale, 2 fois. Okay? Et cette charge mentale, le cerveau n'aime pas. Il y a 3 manières de réagir face à l'injonction de changer et à la charge mentale. La première, pour certains d'entre nous dans la salle, il faut changer, c'est cool, c'est fun. Je vais m'observer, je vais en faire un jeu. Certains d'entre nous, un peu maniaques, vont faire des Excel. On va regarder ce qu'on a fait durant les 2 derniers mois, le kilowattheure, la quantité de viande consommée. Et puis, si ça fonctionne bien, on continue. Pour environ 60% de la population, c'est stressant de faire ça. C'est pas drôle. Donc, déjà, si c'est stressant, on n'a pas envie de le faire. Donc, quand je vois que tout le monde est en haut là, moi, j'ai un peu... C'est bien beau, théoriquement parlant, mais dans le quotidien vécu, c'est peut-être moins facile. Là, il manque un 20% de ma population. Bien, le dernier 20%, ce n'est pas du stress, c'est de l'angoisse qu'ils ressentent. Donc là, oubliez complètement les changements. Donc, c'est pour ça que avec certains de partenaires, là, quand on en parlait aujourd'hui durant les ateliers, j'insistais beaucoup sur le fait que toute forme de changement vers de la sobriété doit être très, très facilitée. Il faut que ce soit service clé en main pratiquement. Pour faciliter la charge mentale. Le problème principal avec le changement, ce n'est pas le prix. C'est la charge mentale, c'est briser les habitudes, c'est d'en engranger des nouvelles et tenter de prendre du plaisir. Et là, je vois une grande, grande valeur à ce qu'on a fait, c'est que vos scénarios, ils donnent envie. Et ça, c'est super important et ça contrebalance tous les scénarios catastrophes qu'on a ou à laquelle on va tous passer dans un monde cauchemardesque d'ici 2050 qui nous donne une image, une société ou une vision qu'on veut éviter, qui fait peur. Mais si on n'a pas quelque chose vers quoi aller, comment est-ce qu'on peut compenser la charge mentale? La charge mentale nous dit, si je fais rien, je meurs, et si je fais quelque chose, ça me saoule. Ou pire. Alors que là, l'image que vous donnez, là, c'est « Ah, il y a peut-être un gain ». Et là, ça devient plus intéressant. Effectivement, la voie pour y aller jusque-là est semée d'embûches. Mais... Donc, ça, sur la sobriété, je reviens au commentaire de monsieur sur le fait que quand on parle au pouvoir public, aux industriels, on est dans l'action de contrainte, et quand on est dans l'incitation, on parle aux populations. Ben, en fait, ça, c'est une petite observation due aujourd'hui, mais qu'on peut vérifier sur des grandes enquêtes. Donc, c'est vrai aussi pour une large partie de la population. Dernier élément, et là, je ne vais pas être populaire quand je vais dire ça. Quand, durant les 20 dernières années, on évalue la quantité d'efforts faits par pouvoir public, entreprises et population, en termes de diminution de gaz à effet de serre, c'est au sein des populations qu'on a vu le moins d'avancées. Pourquoi? Les entreprises, ben, certaines sont obligées par la loi, donc vive les pouvoirs publics, mais 2, à chaque fois que vous diminuez votre consommation d'énergie dans une entreprise, vous diminuez la facture et vous ne rapportez pas ça sur les prix. Plus de pognon dans les poches. Les pouvoirs publics, ça dépend. Il y a des pouvoirs publics qui sont en avance sur les autres, qui veulent avancer, qui n'attendent pas la loi pour faire des choses. Typiquement, Grenoble, c'est ça. On n'attend pas la loi pour faire un plan climat. On le fait, on teste, et ensuite, ça remonte en haut et ça redescend, etc. Et bien, au sein de la population, on a vu moins d'efforts, avec 2 bonnes nouvelles quand même là-dessus. 1, consommation de viande est en train de réellement diminuer, et ça semble être une tendance lourde sur le long terme au sein de la population. Ce n'est pas juste les gens qui le disent, c'est quand on regarde les statistiques de viande vendue, etc., on voit une diminution. Donc là-dessus, il y a quelque chose qui se passe. On ne devient pas tous végétariens d'ici 10 ans, mais il y a un truc qui se passe.
Ceci étant dit, 3% de la population française est végétarienne. On est plutôt autour de 12% dans les autres pays anglo-saxons, hein, juste pour vous donner la différence. L'autre chose, c'est la mobilité voiture en ville, pas dans les campagnes, bien entendu, mais en ville, c'est en diminution aussi, en partie parce que... Pourquoi? Parce qu'en fait, les transports en commun ont commencé à s'améliorer en termes de fréquence, en termes de desserte, etc. Et aussi parce que quand on fait une piste sécurisée à vélo, ça donne envie aux gens qui ont peur de se faire frapper par une voiture. Ils se disent, peut-être que là, je peux prendre mon vélo. Okay? Donc là, il y a des choses aussi qui... Est-ce que ça va assez vite? Non. Est-ce que les pouvoirs publics vont assez vite? Est-ce que nous allons assez vite? Non. Mais franchement, on va plus vite qu'avant. Merci beaucoup.